regardez TV Rogers, Ottawa. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Entre nous. Et oui, Catherine Marion est en vacances, alors j'ai le bonheur d'occuper son siège pour aujourd'hui et pour donc la prochaine heure. Je vous invite d'ailleurs à la passer en notre compagnie. Vous allez voir, les sujets d'intérêt ne vont pas manquer. Et notamment, entre autres, on va parler cuisine avec Georges Laurier. Je pense que Georges... Bonjour Georges! Ça va bien, absolument. On va parler de quoi, Georges, grosso modo, aujourd'hui? Aujourd'hui, on va travailler quelques techniques de coupe. Oh, ça, il faut que je fasse attention à mes doigts. On va s'assurer d'avoir la boîte de premiers soins pas loin. Oui, c'est ça, exactement. Okay, parfait, tout à fait. Parfait. Tout à fait. Absolument. Et donc, on va faire une petite salade après ça. On va faire une salade, effectivement. Tout à fait. Parfait. Fantastique. Alors, voilà donc pour le côté cuisine de la chose. On va également parler avec Lucie Hutt, qui est auteure, avant tout, je penserais bien, mais aussi directrice de la littérature. Je le dis de façon tout à fait erronée, peu importe. Donc, à l'Université d'Ottawa, elle vient de sortir, l'Université et les presses viennent de sortir un ouvrage extrêmement intéressant sur notre littérature. Je pense qu'on se doit d'explorer, de savoir ce dont on parle quand il s'agit de chez nous, bien entendu. Et aussi, on va compléter l'émission avec Laïla Abada, qui va nous parler des Pères Blancs, mais aussi d'un voyage outre-Atlantique fort intéressant. Ça, c'est pour le contenu de l'émission en cours. J'aimerais cependant ramener et attirer votre attention sur deux sujets qui, moi, lors de la dernière semaine, m'ont particulièrement frappé, beaucoup touché, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez vu ou si vous étiez participant au Festival des films de l'Outaouais. C'est un festival, c'était la 20e édition, et c'est un festival qui a été encore une fois mené de main de maître par son directeur général et son initiateur, si on peut dire. Les lauréats ont été couronnés et j'avais fait des prédictions avec certains membres de mes amis et on s'était dit, s'il y a certains films qui remportent les lauriers, si on peut dire, les totems d'or, c'est les trophées, eh bien, on va être très content. Et effectivement, je vous en donne la nomenclature au cas où, par hasard, ça serait passé sous silence en ce qui concerne vos Twitter, Facebook de ce monde. Alors, de Xavier Legrand, le prix du public et le prix du public étudiant également. Et donc, c'est Jusqu'à la garde, un film que vous ne voudrez absolument pas manquer. Émotivement prenant, vraiment très, très bien fait et surtout innovateur au niveau de l'approche du traitement en tant que tel du scénario. Vraiment un film à remarquer, bien sûr. Bon, vous le savez, le festival a été ouvert par le film de La Bolduc. Là aussi, grande révélation, mais bon, le film va être en salle dès le 6 avril, alors je suis persuadé qu'on va y revenir, c'est pour ça que je ne veux pas y attacher trop d'importance cette fois-ci. Également, La femme syrienne, ça c'est le prix de la critique et c'est celui-là surtout que j'attendais particulièrement. C'est un film de M. Lowen qui est vraiment différent de ce que l'on connaît du Moyen-Orient et donc par conséquent fort heureux que ce film-là ait gagné le prix de la critique. Prix Télé-Québec est allé à La promesse de l'aube de Éric Barbier. Là aussi un film fortement attendu, d'autant plus que c'est un film qui a remporté les grands honneurs au Festival des films d'Angoulême, si ma mémoire ne me trompe pas. Donc très intéressant à voir évidemment. Et aussi bourse particulière à Rose-Marie Perrault. Je parlais de La Bolduc, bien sûr, une des comédiennes qui a remporté 1500 $ ou 2000 $, peu importe le montant, de toute façon, une bourse pour de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, donc pour encourager l'art dramatique et l'art cinématographique parmi notre jeunesse. Alors, 20e édition du FFO, vraiment fort réussi. Bravo aux organisateurs et bravo, bien sûr, aux artisans de ce festival. Autre sujet qui, moi, également, m'a touché particulièrement, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est les 40e anniversaire de Starmania. Et de Michel Berger, bien sûr, et Luc Plamondon. 40 ans déjà que ça existe et il y a une chanson, bien sûr, qui s'appelle le Blues du Businessman. Vous connaissez certainement son interprète, Claude Dubois, qui l'a interprété en tout premier. Et juste pour le plaisir, j'ai réécouté
la chanson du businessman de Claude Dubois. Et je me suis dit, franchement, il y a quelque chose à voir avec M. Trump. Bon, peut-être que je fais une allusion, peut-être que je fais une comparaison tout à fait erronée, mais je vous invite quand même à écouter les premières paroles de cette chanson-là. Vous allez voir, il y a certainement un lien de cause à effet. Il y a 40 ans. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours. Je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour où je vois la Voilà, ville voyez-vous, à en l'envers. tour. Enfin, il y a plein d'allusions comme ça que Michel Berger et Luc Parmlondon ont inscrit dans cette chanson-là. Et à la réécouter, je me disais, s'ils avaient su ou ont-ils eu des prémonitions, je ne sais pas, ça fait peut-être un peu interprétatif ce que je fais, mais toujours est-il que c'est vraiment à s'y attacher. Et si vous voulez parler des 40 ans de businessman, bien, allez-y, évidemment. Voilà donc pour cette présentation. On va tout de suite à la pause et vous écoutez Entre nous à TV Rogers exclusivement. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. J'ai choisi TV Rogers parce que c'était dans mon champ d'intérêt, produire, réaliser, faire tout ce qui a trait à la télévision. Voir comment que ça se passait en arrière de l'écran, les caméras, le montage. Tu le sais pas quand tu commences à regarder la télé puis tu dis, ben, il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton puis qui fait « Hey ». Encore jeune, cette semaine, 3 organismes que nous aimons beaucoup couvrir. Le Centre Pauline Charon, le Musée de la guerre et aussi la Fondation franco-ontarienne. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Voilà donc de retour de la pause avec Georges Laurier. Bonjour Georges. Bonjour, ça va bien? Absolument, Ouais, Georges, t'es tout à prêt fait. t'es On prêt à parle couper un aujourd'hui... Pardon? T'es prêt à couper un peu, là? On a beaucoup de choses à couper, là. Surtout, je vais faire attention à mes doigts. S'il te plaît. C'est la première mesure, je pense, en cuisine. Il faut être prudent. Je pense qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, effectivement, tout à fait. Alors donc, on va couper les légumes, mais on va faire aussi une petite salade en tant que telle. Tout à fait, absolument. Alors écoutez, je vais faire en sorte que je sois le bon élève. En d'autres mots, je suis vos instructions. Georges. Excellent. Donc, un bon couteau de chef, un couteau qui est bien affûté, bien aiguisé. C'est un couteau qui est beaucoup moins dangereux qu'un couteau qui est un peu plus, on pourrait dire, moins bien affûté. Moins bien affûté. Donc, les techniques, s'assurer que nos doigts, on a nos doigts, sont bien en place. Le pouce va toucher, l'ongle du pouce va toucher notre index et puis notre lame de couteau va... Donc, toujours vraiment, en dedans comme ça. Toujours. Et la paume Maintenant, de la main. je vous pose la question, est-ce qu'on doit mettre le doigt? J'ai vu souvent Moi, les doigts ouais. mettre les doigts comme ça. Je préfère garder le couteau comme ça. J'ai une meilleure contrôle sur la lame. Et puis, je peux vraiment... Et si on écoute, là, c'est vraiment comme des skis dans la neige. Voilà. Et on évite de couper comme ça. C'est exactement ça que j'allais vous demander. Ouais, est-ce qu'on y va de haut en bas? Non, ou on va plus comme un berceau. C'est ça, Plus comme un exactement, berceau. tout à fait. Et la paume de la main sur la table. Et voilà. D'accord. Donc, on va commencer avec nos amis l'ail. Moi, ce que j'aime bien de l'ail, c'est que c'est dans plusieurs des plats. C'est un ingrédient qui est fascinant à cuisiner et à manger aussi si on le fait de façon très, très fin. On peut le manger cru. Donc ici, tu vois, au centre, il y a le germe qu'on appelle. Ça, je le retire parce que c'est ça qui fait en sorte que les plats vont avoir un petit goût amer et qui fait que l'ail est difficile à digérer. Donc, je vais mettre ça au compost. Voilà, et je retire celle-ci aussi.
Et donc là, il y a des gens qui utilisent le presse-ail, des gens qui écrasent l'ail avec le dos de leur couteau. Est-ce que ça fait une différence? Pour moi, oui. Pour moi, ça, c'est vraiment le côté Georges, le chef, qui... Je préfère le couper finement. Donc, si tu regardes bien, je préfère des fines incisions. Et il me regarde en plus. Et puis, je fais dans le sens de la longueur, voici, pour faire de l'ail finement haché. Et là, dans le cas présent, tu vois, j'ai fait déjà la moitié de l'ail. Donc, tout en parlant, ça va bien. On peut jaser, on peut même écouter la télé si on sait ce qu'on fait. Si on a le contrôle de ses doigts, etc. Voilà. Bien sûr. Donc, tout à fait. Est-ce que plus on le coupe fin, l'ail, comme les oignons, je suppose d'ailleurs, est-ce que ça fait une différence au niveau... au niveau gustatif? Gustatif, oui. Oui, au niveau gustatif aussi. Et puis, certaines personnes, certains nutritionnistes vont dire que l'ail qui est coupé quelques minutes avant de le consommer a encore plus de propriétés santé. Et puis là, si tu regardes bien, la planche, elle est sec. Tout à fait. Je ne l'ai pas écrasée. Donc, et on nettoie la planche avec le dos de la lame pour récupérer. Et à la suite de ça, on remet dans le contenant. Donc, voilà. Intéressant. Okay. Vraiment, là, vraiment intéressant. Un échalote. Ah, t'as pas fait ton ail encore? Non, c'est parce que je suis vraiment attentif. Okay. Ici, j'ai l'échalote que je retire. Tu vois, je l'ai coupée en deux. Je prends une tête d'échalote, je la coupe en deux. Là, je vous arrête tout de suite, Georges. Souvent, les gens, quand ils vont voir l'oignon comme ça, ils vont dire, bon, moi, il faut que je coupe cette partie-là. Bien, effectivement, c'est ce que j'allais justement te dire, Jean-Paul, c'est de ne pas retirer la racine. La garder en place, comme ça, toutes les pelures de l'échalote ou restent ensemble. Okay. Donc, je l'ai pelé. Mais on peut couper l'autre bout à ce moment-là. Oui, on coupe la partie, extrême. C'est ça, exactement. Parfait. Là, ici, je vais faire, dans la salade, je vais avoir les mêmes ingrédients. Donc, pour la planche, c'est pas un souci, je vais couper mon échalote. Et je répète la même chose. Donc, tu vois, en faisant des fines lignes à l'intérieur, je suis capable, à la suite de ça, faire quelques coupes sur le côté pour avoir une échalote finement hachée. Est-ce que l'on doit enlever plusieurs pelures, plusieurs épaisseurs de pelures? Les deux pelures. Les deux pelures, comme ça. Puis tu vois ici, j'ai juste l'échalote hachée et je répète. Okay. Donc, en répétant le même scénario, je suis capable d'utiliser toute l'échalote jusqu'à la fin pour arriver à la fin avec juste le cœur. Tu vois? On sent déjà, évidemment, que quand on enlève les pelures de l'oignon, que, évidemment, le parfum se dégage déjà. C'est ce qui, en principe, fait pleurer. Oui, mais dans le cas de l'échalote, c'est un peu moins virulent. Un peu moins évident que donc, les oignons, là, j'ai l'échalote qui est finement hachée. Là, on va faire une technique de coupe ciselée. Ciselée ou, si on veut, une chiffonnade. Donc, je vais prendre les feuilles de basilic. C'est vraiment, c'est un parfum incroyable. J'ai un peu d'ail sur les doigts avec de basilic. C'est vraiment incroyable. Et c'est là qu'on va mettre en pratique votre fameux balancier, si je comprends bien. Oui, exactement. Là, ici, je roule les feuilles, comme ça. Et puis après ça, encore avec le couteau, je peux faire des fines lignes. Qu'est-ce qui fait, si on peut prendre un close-up, c'est intéressant, qu'est-ce qui fait justement que on avance dans la coupe? Je joue du piano. Donc, je prends mes doigts et avec le pouce, je pousse vers les doigts pour arriver en fin de ligne, que mon couteau reste toujours en place. Et si tu remarques bien, j'ai un équerre. Ma planche, elle est bien stable. J'ai mis un papier en dessous pour l'empêcher de bouger. Puis, je pousse. Et mon couteau est toujours sur la même... Donc, c'est pas le couteau qui avance, c'est le produit qui avance. Exactement. Et dans certains scénarios, je vais devoir, par contre, bouger mon couteau dans certains scénarios pour arriver à une coupe qui va être beaucoup plus facile. Parce qu'on prend un exemple, un champignon, quelque chose qui est plus spongieux, va pas glisser bien sur la planche. Fait que je vais être capable de pousser. Encore une fois, par exemple, pour l'épice, est-ce que, justement, plus on coupe mince, plus, encore une fois, les propriétés. La propriété, ça exactement. L'aspect organoleptique, le côté saveur, le côté visuel, finement haché. Plus ça va être fin, plus rapidement ça va cuire et aussi plus de saveur ça va dégager. Donc, si on prend une grosse pièce, on prend un gros morceau de tomate, on va devoir le mâcher beaucoup. Ici, je vais faire une tomate, une julienne. Donc, ici, j'ai haché une chiffonnade et là, je fais, tu vois, simplement. On entend le couteau vraiment bien sur la planche. Je ne sais pas si... Est-ce qu'à la réalisation, on entend le couteau? On va se taire 2 secondes. On l'entend bien, c'est parfait, super. Il n'y a pas de tac. Oui, c'est simplement. Et puis là, pour faire une fine brunoise, je reprends mes tomates. Dans l'autre sens. Et dans l'autre sens.
Et on fait ça tout doucement, en regardant, en s'assurant que tout se passe bien. Puis, voilà. Mais on fait à la maison, s'il vous plaît, regardez les doigts. Est-ce que Georges, justement, pense déjà à la prochaine étape quand il fait ça? Exactement. Les chefs en cuisine, une des qualités, c'est d'avoir de multitâches et de penser ces prochaines étapes dans les plats. Donc ici, j'ai mon échalote, j'ai mon ail, j'ai mes tomates séchées, j'ai mon basilic. Donc je sais, j'ai-tu les autres ingrédients? Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce que j'ai quelque chose sur la cuisinière? Allons-y à ce moment-là avec les carottes. Les carottes. Oui, bon, parce que parfait. ça, c'est un élément plus dur. Beaucoup plus dur. Je vais m'installer sur la planche ici, si tu me permets, tout à fait. pour faire... Puis là, c'est rond. Oui, c'est tout à fait. souvent, on Alors, va il faut tenter de couper. stabiliser, évidemment, l'aliment. Exactement. Donc là, je vais faire une coupe pour y faire une belle surface plane. Et après ça, j'ai simplement à créer un rectangle. Et tu vois, toutes ces techniques-là, là, je les explique. On fait ça et on pratique lorsqu'on fait des techniques de coupe à C'est Bon Cooking pour arriver à vraiment faire Ça, exactement ça, tout à fait. Et donc, par conséquent, le contrôle, c'est vraiment ça que je remarque. Il ne faut pas aller trop vite. Je pense que c'est ça l'essentiel. Oui, au début, il ne faut pas aller trop vite. Tout à fait. On va on peut prendre y son arriver. temps, effectivement. Georges, tu permets, on va faire une petite pause et on vous revient tout de suite Avec après. Alors, vous plaisir. écoutez, bien sûr, entre nous, exclusivement, sur les ondes de TV Rogers. En attendant que la roche redevienne du sol. En attendant que les mots redeviennent des oiseaux. Que les joies retrouvent l'hirondelle, l'allumette, la chandelle, la rivière, le sel. Tu dis de tenir mes promesses, d'être à l'affût de mes faiblesses. Mais je suis comme un chien au bout d'une laisse qui tire dessus pour aller voir. Au bout de la rue, c'est peut-être ben beau, comme un nuage passager, ou comme la langue chaude des vents de l'été. C'est-tu la fin ou le début? Voilà donc de retour entre nous, toujours avec Georges Laurier de C'est Bon Cooking. Rebonjour, Georges. Bonjour. Alors, on a pris un tout petit peu d'avance, bien sûr, durant la pause pour faire en sorte que notre recette puisse être à point et prête pour vous, bien sûr. Alors, si on resynthétisait ce qu'on a, on a des oignons, on a des tomates séchées. Tomates séchées, du basilic, de l'ail. Donc, je vais t'inviter à mettre l'ail, tout ce récipient. Parfait. Alors, on va mettre finement. tout ça finement, voilà. Tout à fait. Ici, on a... Est-ce qu'on peut faire ça? Oui, hein? Tu vas la manger, c'est pour toi, donc... Il n'y a pas de problème? Il n'y a pas de problème. OK, mais en cuisine, on peut le faire aussi? Non, en principe, on a des cuillères, puis on goûte avec une cuillère, pas avec les doigts. Tout à fait. Donc, voici... Alors là, maintenant... Le dos du couteau. Le dos du couteau. Le dos du couteau. OK. Voilà, et puis comme ça. Et puis, tu vas pouvoir mettre ça exactement OK. à l'intérieur. Voilà, effectivement. Les tomates séchées. Alors, on met la quantité qu'on veut ou à peu près? Oui, ici, ça va être, pour la quantité de pommes de terre, ça va être bien. Tous les tomates séchées. Toutes les tomates séchées, parfait. Tout le basilic, la chiffonade, parfait. Là, je vais... Voilà. OK. À partir de ça, ici, on a... Ici, c'est du yarrow ou du yogourt de chèvre, voilà. De la crème sûre. On en met encore... Tout à l'intérieur. Au complet. Tout au complet. Parfait. Évidemment, on peut prendre du yogourt nature, évidemment pas sucré, parce que c'est une salade qu'on fait. Pour moi, c'est une belle façon d'arriver à faire une salade santé, avec du yogourt, avec de la crème sûre, les tomates, un peu
une brunoise de poivron rouge. Brunoise, vous voyez, en cuisine, il y a des terminologies pour tous les coupes. Ben oui, c'est ça, exactement. Haché, brunoise, julienne, chiffonnade. Julienne, c'est comme les carottes, C'est sinon comme là. les... Ça, non, exactement. Tout à fait, OK, exactement. parfait, je Fait comprends. qu'on peut mettre tous les poivrons. Tous les poivrons, parfait. Là, tu vas bien mélanger le tout. Puis à ce stade-ci, on pourrait utiliser ça simplement comme un dip, tu sais, pour une salade. Puis là, dans le cas présent, j'ai choisi des pommes de terre. On a sûrement, hier, avec les festivités de la Pâque, on a sûrement fait beaucoup de pommes de terre en reste. Absolument, tout Mais à on peut prendre les pommes de terre, puis on les coupe. Ici, c'est des pommes de terre nouvelles. Tout bien intégré, mais il faut... Encore là, c'est intéressant ce que je suis en train de faire, Georges, parce que justement, plus on tourne vite, plus ça chauffe. Est-ce que c'est vrai ou non? Dans le cas ici, on ne fait pas une émulsion. Donc, OK, c'était justement la technique, ça. C'est simplement... mélanger et intégrer mélanger. les uns dans les autres. Exactement. OK, Et là, on parfait. va rajouter les pommes de terre. Donc, on met tous les pommes de terre. Et la fine brunoise de carotte, on va la rajouter à toute fin pour À la la toute fin couleur. pour la décoration. On mélange OK, le parfait, tout. parfait. Mélange le tout, s'assurer que chacune des pommes de terre elle est Soit bien enrobée. Oui, Tout à fait. Puis un petit peu de poivre du moulin. Ah, ça, le poivre. Contrairement au sel, moi, je dois avouer que le poivre, j'aime. Vous aimez bien? Bon, OK, on Beaucoup. va faire un deuxième tour. Voilà. Tout à fait. Et puis pour finir, là ici, c'est de la fleur de sel. Au Canada, là, un endroit à Vancouver, sur l'île de Vancouver, qu'on fait la culture, si on veut, on cueille le sel. Ça, c'est du sel de la fleur de sel de Vancouver. Donc, on a des beaux produits canadiens. Tout c'est bien de les On utiliser. va les hein, utiliser tout à au fait. maximum. En quantité, on met quoi? Mais là, j'irai avec une pincée. Une pincée. Là, les gens me disent, Ah, c'est combien une pincée? Alors, Bon, écoutez, de 1,5. Je vais en prendre une pincée. Est-ce oui, que c'est à ouais, peu près beau. ça? Ah, je vais mettre un petit peu plus. Parce peu que les plus? pommes de terre... Oui, vas-y, Bon, ben, une autre fois. je vais y revenir dans ce cas. Ouais. OK. Parce que les pommes de terre vont absorber beaucoup de la OK. saveur. OK, parfait. C'est beau. Et voilà. Parfait. Puis là, moi, je vois qu'il manque un peu de basilic. Là. Je vais juste aller regarder. Là, je vois que... Merci beaucoup. Donc, je vais couper ça. Ah, c'est bien, hein? Oui, C'est onctueux. C'est onctueux, puis la Ouais. couleur est belle aussi, effectivement. là, Je ne sais pas si on peut pencher la caméra. On va voir un tout petit peu qu'est-ce qu'il y en a aussi. Terminer ça, bien mélangé. Puis là, il y a toujours les garnitures. On fait toujours un rappel dans l'assiette de ce qu'il y a comme ingrédient. Donc, j'ai pris 2 belles feuilles de basilic. Je vais prendre la tomate séchée Voilà, qui est c'est ici. tout bien intégré, bien entendu. Oui, super. Là, tu vas pouvoir prendre la belle assiette carrée qui est sur le coin. Oui. Te servir une belle portion parce que tu vas la déguster. Ben, tu vas. Si tu veux bien la déguster. c'est Absolument, certain. tout à fait. Alors, on la sert avec de cette servir façon-là, avec- il n'y a oui, pas oui. de problème. Parfait. Alors, voilà. Et habituellement, on met ça au milieu de... On peut mettre ça dans un beau bol au centre de la table. On peut faire une tout à portion. On peut utiliser un emporte-pièce pour faire une présentation un peu plus, tout à fait. style restaurant, si on veut. Voilà. Super. On va être Ouais. proportionnel, comme on dit. Fait que Tout là, à on fait. va mettre un peu de basilic, simplement, comme ça. Un peu de tomates séchées. Voilà. On finit avec un peu de moulin de poivre sur l'assiette, juste sur le côté, pour dire, ah, il y a du poivre dedans, puis ça rajoute une texture. Tout à fait. Et on finit avec un ajoute peu des carottes. Les carottes. Voilà. Et donc, ce que ça donne une... Et dans l'espace de 8 minutes, voyez-vous, C'est vraiment intéressant. Au niveau des calories, au niveau, etc., ça, moi, très léger. Ouais, j'y vais avec l'approche une bouchée, une calorie. Fait que tu prends 2 bouchées, c'est 2 calories. 3 bouchées, c'est 3 calories. Comme ça, on est certain Comme que ça, c'est comme le chocolat. Tout à fait, absolument. Une bouchée, il n'y a pas beaucoup de calories. Non. Tout à fait, absolument. C'est un yaourt de chèvre, c'est la crème sûre. C'est quand même assez léger au niveau... Si on voulait rajouter, parce que souvent, le réflexe des gens, c'est d'ajouter aussi du céleri, par Oui, exemple, oui. Ah oui. des l'échalote, bon, etc. Dans le cas présent, c'est plus simple que à la maison, on a sûrement du yaourt naturel. Moi, j'ai du yaourt de chèvre, des choses comme ça. On peut toujours prendre une mayonnaise. Donc, il n'y a pas de restriction dans la technique de coupe. Plus on précise, plus c'est petit, plus c'est fin, plus de saveur qu'on va avoir. C'est intéressant aussi de vous demander, Georges, souvent les gens vont se dire « Ouais, mais il manque quelque chose. » Habituellement, dans les restaurants, ils ajoutent des amandes. Ils ajoutent noix, des carottes, oui, bon, oui. pas des carottes, enfin des noix, etc., Oui. etc. Recommandé, pas... Il faut Pour vraiment... les allergènes, il faut faire attention aux exactement allergènes. ça, il faut faire attention. Aux allergènes. Pour moi, dans le cas présent, j'utilise des ingrédients ça fait plus estival malgré la température. Plus estival, plus
les tomates, ça fait printemps, ça fait automne, séché, ça fait été, le basilic, ça fait vraiment l'été, pommes de terre, on a sous la main. Donc, il n'y a pas de restriction au niveau des façons de faire de la cuisine, c'est juste d'utiliser notre imagination et d'utiliser bonne technique. Tout à fait. Et l'autre question que je me demandais aussi, c'est parce que les légumes et les fruits se mélangent bien, font un très bon ménage. Oui. Est-ce qu'on pourrait, dans une salade semblable, ajouter des, je sais pas moi, des pommes, par exemple? Pommes, oui. Une belle pomme craquante, là, une Macintosh. Qui a du mouf, comme on dit. Oui, effectivement. Tout à fait, ça donnerait très bien, effectivement. On peut recommander de mettre des fruits plus mous, genre pêche, etc., etc.? Moi, peut-être un peu moins, parce que la pêche, la tomate, le yogourt, je ne suis pas certain que ça ferait bon ménage au niveau des saveurs, mais c'est encore là. Il s'agit de voir dans la palette, si on peut dire, des saveurs. Ça, c'est encore là. C'est l'idée derrière ce plat-là, ou des plats, c'est de vraiment aller chercher les saveurs qui se combinent bien, qui travaillent bien. Donc, c'est la philosophie de C'est Bon Cooking, justement, ce genre de plat. Mon approche au niveau culinaire, c'est vraiment de passer avec des bases, de montrer les bases, les fondements de la cuisine, les techniques de coupe, les techniques de cuisson, comment on prépare des plats. Il y a les recettes, évidemment, lorsqu'on prend une classe, il y a des recettes qui vont avec. Mais les recettes, c'est une partie de l'ensemble, parce qu'aujourd'hui, avec tous les moyens informatiques, on a des recettes sur toutes les plateformes. Tout à fait. Mais encore là, est-ce qu'on maîtrise les techniques? Est-ce qu'on arrive? Une fois qu'on maîtrise les techniques, on sait qu'on prépare notre mise en place, faire un plat, c'est beaucoup plus facile. Et c'est même très relaxant. Très relaxant. Très relaxant, tout à fait, absolument. effectivement. Georges Laurier de C'est Bon Cooking, Ça me fait merci plaisir. énormément. C'était fort, fort agréable. Merci. Et mesdames, messieurs, je vous rappelle bien sûr que vous écoutez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Un pas à la fois. Je ne peux pas avancer plus vite que ça. Si je fausse, ne t'en fais pas. Je me remettrai en redoublant de droit. Je me remettrai, le gauche et le droit, un pas à la fois. Je t'en supplie, ne m'en demande pas plus que ça. Si je pousse, si je me force, le temps gagné ne fera que retomber dans l'espace. Je retomberai, le gauche et le droit. 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 Un pas à la fois. C'est comme ça que je rentrerai chez moi. Si ce n'est qu'aux petites heures du matin, s'il faut que tu me guides par la main, je rentrerai chez moi, le gauche et le droit, le gauche et le droit. Nous sommes de retour encore une fois Entre nous. C'est toujours Jean-Paul Moreau qui vous accompagne pour la quelques demi-heures ou à peu près qui reste à cette émission. Et j'avais vraiment hâte de vous proposer un entretien avec Lucie Hott. Bonjour Hott. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, oui? Absolument, Lucie, ça va très très bien. Écoutez, Lucie, je dois avouer, et je le disais hors honte lorsqu'on s'est rencontrés avant l'émission, que les projets de recherche en civilisation, en littérature, notamment à l'Université d'Ottawa, c'est extraordinaire la production que vous avez eue cette année. On a eu bien sûr parlé d'ouvrages sur la santé et les services sociaux, sur la vie culturelle française, Maurice Henry, bien entendu, et cet ouvrage, bien sûr, que vous proposez également, et d'ailleurs, qui vous met en finaliste, comme finaliste. C'est intéressant, ça aussi. Oui. Bravo! Merci. Comment c'est venu cette proposition, justement, de devenir finaliste pour les prix du gouverneur? C'est les prix du Canada. Du Canada, pardon. Oui. Pardon. Les prix du Canada sont des prix qui sont offerts pour les ouvrages savants. Quand on a fini de préparer un livre de ce genre-là et qu'on a trouvé un éditeur, l'éditeur
a besoin évidemment de financement pour le livre. Et il y a un programme d'aide à l'édition savante qui est offert par la Fédération des sciences humaines du Canada. Et donc, on soumet les manuscrits et un certain nombre de manuscrits sont sélectionnés pour recevoir la subvention. Il n'y a pas assez de subventions pour tous les livres, donc certains le reçoivent, d'autres pas. Et nous avons eu cette subvention. Une fois qu'on a la subvention, tous les manuscrits qui ont reçu la subvention, une fois qu'ils sont publiés, deviennent admissibles pour le prix. Et parmi cette gamme d'ouvrages-là, il y a un jury qui en sélectionne 4 qui sont finalistes, dont le nôtre a été un de ces 4 ouvrages sélectionnés. C'est intéressant de voir qu'un ouvrage est sorti tout récemment, finalement, cet ouvrage-là, presque novembre-décembre, dans ces coins-là, peut-être janvier. C'est intéressant de voir justement que l'ouvrage puisse progresser dans les sphères du savoir aussi rapidement. C'est une belle reconnaissance. Oui, tout à fait. C'est votre dada particulièrement, la littérature franco-canadienne? C'est mon champ d'expertise. Oui, c'est ça. Je posais la question à tout hasard, au cas où, par hasard, on ne le saurait pas, puisque vous êtes professeur titulaire, bien sûr, à l'Université d'Ottawa, et titulaire réellement de la chaire de recherche en culture et... Littérature francophone du Canada. Francophone du Canada, exactement. Ouais, c'est ça. Et j'ai envie de vous demander, avant qu'on aborde l'ouvrage en tant que tel, notre littérature a beaucoup changé, beaucoup évolué, je dirais, depuis les 20-30 dernières années. Il y a eu une espèce d'éclosion d'auteurs. Bon, évidemment, les gens connus se sont fait connaître davantage. Je pense à Robert Dickson, je pense à Jean-Marc Talpé. Bon, c'est loin d'être les seuls. Lisa Lheureux, bon, etc., bien entendu. On en a souvent parlé à cette émission. J'aimerais vous entendre justement sur l'état actuel de la littérature. Ici. Quelle littérature? Allons-y. Oui. La littérature canadienne en général, et après ça, je vous posais la question particulièrement sur la littérature franco-ontarienne. Ça varie beaucoup d'une région à l'autre, je dirais. Au Québec, c'est très vivant, c'est très dynamique. Il y a beaucoup de maisons d'édition. En Acadie et en Ontario, ce sont des littératures qui sont fortes. On a des maisons d'édition. Je dirais que c'est la même chose au Manitoba. C'est un peu différent quand on s'éloigne vers l'ouest, où la francophonie est plus minoritaire. Il y a moins de maisons d'édition, il y a plus, je dirais, il y a beaucoup d'écrivains pour la jeunesse, moins d'écrivains qui écrivent en français. Il y a d'ailleurs dans notre ouvrage un excellent article de Pamela Singh sur les écrivains de l'extrême ouest, surtout de l'Alberta, mais aussi un peu de la Colombie-Britannique, qui écrivent en anglais, mais avec de longs passages en français. Oui, et donc, cette transition vers l'autre langue qu'on remarque dans l'Ouest canadien. Donc, c'est extrêmement varié. Je ne pense pas qu'on peut parler d'une littérature. D'ailleurs, le titre dit bien « les littératures ». Tout à fait, absolument. C'est pour ça que c'est au pluriel. Mais est-ce qu'on peut parler justement davantage de, comment je dirais, d'une espèce d'assemblage de littérature régionale, locale, où les gens ont une facilité à s'identifier. Je pense, par exemple, aux éditions du Blé. Je pense, par exemple, bien sûr, aux éditions en Acadie, même les éditions franco-ontariennes. On dirait que les gens réussissent, enfin, ou les éditeurs, comme les auteurs, réussissent à nous identifier à notre milieu littéraire. Votre question comporte deux choses. D'une part, la question de la production locale, mais et celle de l'identité. Ces littératures-là ne sont pas des littératures identitaires, au sens où on l'entend habituellement. Ils ne parlent pas de l'Acadie, nécessairement, ils ne parlent pas de l'Ouest. Ce sont des littératures extrêmement universalistes dans leurs problématiques, dans leurs approches, dans leur style. Donc, il y a des littératures francophones au Canada. Il n'y a pas une littérature canadienne-française ou francophone du Canada. Il y a plusieurs littératures qui existent dans des contextes et des situations différentes. Et ce qui fait la différence, ce sont les éditeurs à ce moment-là, qui sont plus locaux. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement? Non, je ne dirais pas. Parce que les auteurs d'une région peuvent publier n'importe où. C'est vrai. Si on prend au Nouveau-Brunswick, France d'Aide publie... chez Boréal à Montréal, Emmanuel Chasson publie chez Prise de Parole en Ontario. Serge-Patrice Thibodeau publie en Acadie à la maison d'édition qu'il dirige, mais il y a longtemps aussi publié au Québec. En Ontario, Daniel Poliquin publie chez Boréal aussi. Donc,
Les maisons d'édition sont là pour assurer une production littéraire de qualité et elles ne peuvent pas subvenir à la demande. Parlons justement de qualité et de langue, parce que bon, l'écriture dépend bien sûr de ce que l'on a appris de nos antécédents, ça dépend de la langue aussi, de notre acquis culturel et linguistique. Est-ce que vous avez l'impression justement que nos écrits se sont améliorés au niveau de la langue? S'il y avait amélioration à apporter. Je vous pose la question de cette façon-là parce que souvent on a dit que la littérature dite locale, si vous voulez, était pas nécessairement à l'image de la littérature française, par exemple, etc. Moi, je partage pas ce point de vue-là, mais... Pardon? C'est un cliché. Absolument. Ça n'a jamais été vrai. C'est parfait. Démystifions la chose. Il y a il y a une variété de langues qui est utilisée en fonction du contexte. Si c'est une pièce de théâtre, on a des dialogues dans un roman, on utilise une langue peu orale. Si c'est de la narration, on utilise une autre langue. On ne peut pas faire de généralité de ce genre-là. C'est impossible. La variété de style, d'écriture, il y a chaque éditeur en Ontario publie une dizaine de livres par année. Il y a une production probablement d'autour de 50 livres juste en Ontario. Ces ouvrages-là abordent des thématiques différentes, dans des styles différents. Je pense qu'on a longtemps eu une vision très stéréotypée des littératures hors Québec, comme on les appelait à l'époque. Et ça a beaucoup nuit à ces littératures-là. Et si on continue à penser que ce sont des littératures qui parlent de l'identité locale dans une langue orale, on leur nuit. Absolument, tout à fait. On brime leur diffusion. L'autre question que je vous pose avant qu'on aborde dans la deuxième partie l'ouvrage en tant que tel, est-ce que justement le roman, l'essai, la nouvelle, la poésie se portent bien maintenant? Ça varie beaucoup d'un genre à l'autre, je dirais. Si vous voulez parler de la relève, par exemple. Le parent pauvre pourrait être la poésie? Bien, non, au contraire. Ça dépend de quel point de vue vous abordez la question. Si vous abordez la question du côté de la production, des écrivains et de la relève, j'ai fait paraître récemment un autre ouvrage avec François Ouellette sur la littérature franco-ontarienne depuis 1996. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'en Ontario, par exemple, il y a, et c'est vrai en Acadie aussi, beaucoup de jeunes poètes. Il y a une grande relève avec des écrivains comme Sonia Lamontagne, David Ménard. David Ménard, etc. Donc, il y a beaucoup de jeunes poètes. Il y a très peu de jeunes romanciers. Intéressant, ça. Il y a des jeunes dramaturges, mais ils publient peu. Donc, très souvent, au théâtre, ça prend un certain temps, les gens montent des pièces, et beaucoup des jeunes créateurs font ce que j'appellerais un peu un théâtre performance, qui n'est pas un théâtre aussi écrit. Et il y a aussi le fait que depuis les années 80, on a des écrivains de renom bien établis, Jean-Marc Dalpé, Michel Ouellette, en théâtre, par exemple, Daniel Poliquin, André Christensen, roman et poésie pour Christensen, qui occupent une place importante dans le milieu. Tout à fait. Donc, c'est peut-être moins facile pour les jeunes de percer aujourd'hui que ce l'était dans les années 70, où on n'était pas conscient qu'il y avait beaucoup d'écrivains qui provenaient de nos milieux. Du côté de la réception, les lecteurs lisent beaucoup plus de romans que de poésie ou de théâtre. Donc, eux sont souvent plus interpellés par le genre narratif, parfois les nouvelles. Les nouvelles sont plus populaires du côté anglophone avec les short stories que du côté francophone. Donc, l'offre et la demande, si on peut dire, ne sont pas... pas les mêmes, tout à fait. Absolument, tout à fait. Exactement les mêmes. Tout à fait. Lucie Hott, on va revenir tout de suite après la pause. Si vous permettez, on va parler cette fois-ci spécifiquement de l'ouvrage en tant que tel. Mesdames, Messieurs, donc, vous écoutez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À l'évidence, j'ai retrouvé les mots de passe que j'avais oubliés, les mots maudits, les belles malchances, les porte-clés que j'avais égarées. À l'évidence, j'ai longtemps brassé les dés, mais c'est pas
mes amours, malgré le tranchant de leur contour. À l'évidence, j'ai longtemps brassé l'idée, mais c'est pas d'avance. Si par mégarde ou par malheur, les jours. De retour entre nous, mesdames, messieurs, et on est toujours en compagnie de Lucie Hutt, professeure titulaire à l'Université d'Ottawa en littérature. Je le simplifie, Lucie, si vous permettez. Oui. L'ouvrage dont on parle, vous avez certainement vu la pochette, j'allais dire, des formations professionnelles, j'adore la musique. La couverture, bien sûr, à l'écran. Lucie, j'ai envie de vous demander, la littérature, et notamment la littérature franco-ontarienne, est-ce qu'elle est davantage autobiographique, biographique ou avant tout de fiction? Je pense que c'est important d'amener cet aspect-là parce que souvent les gens se disent bon, ben, moi je vais créer quelque chose, puis bon, ça va être de la fiction, puis bon, les points de repère historiques ne sont pas nécessairement toujours là. Est-ce que, je repose la question, est-ce que justement on est avant tout biographique et on veut découvrir qui nous sommes ou non? Ça varie. C'est une question qui vise à présenter une image d'ensemble. Bon, on va parler du roman, disons, parce que si on commence à parler de théâtre, poésie, etc., ça va être très varié. Déjà que le roman, c'est extrêmement diversifié. Je dirais que on trouve de tout, comme dans toute littérature. On a de la littérature érotique franco-ontarienne, on a des romans d'aventure, on a des romans grand public, on a des romans policiers. Donc, c'est extrêmement diversifié. Certains écrivains, comme Margaret Anderson, favorisent une écriture qui est plus près de l'autobiographie, qui est d'une quête mémorielle, retourne dans son passé, s'interroge, avec une certaine partie de fiction, je dirais, dans la mesure où on se souvient de notre passé à travers un filtre. Et donc, ce n'est jamais une image exacte de ce qui s'est vraiment passé. Mais la plupart des romanciers sont peut-être plus du côté de la fiction. De la fiction. On n'invente jamais à partir de rien. Non, on invente toujours à partir des gens qu'on connaît, de ce qu'on a vécu. Donc, on peut... Si on connaît les écrivains, on voit « Ah oui, mais ça, je reconnais, c'est son voisin, c'est sa sœur. » Tout à fait. Mais, cet ouvrage-là, vous avez travaillé avec François Paré là-dessus. oui, c'est ça. J'ai noté aussi, et c'est un peu dans les recherches qui se font à l'Université d'Ottawa aussi, que de plus en plus, il y a des travaux qui se font en groupe. Oui. On aime mieux travailler ensemble, on apporte du sang nouveau, des idées nouvelles, etc. C'est un peu la perspective dans laquelle cet ouvrage se place? François Paré et moi avons dirigé cet ouvrage. Il y a 11 auteurs qui ont contribué des articles, dont François et moi, à l'ouvrage. C'est l'ouvrage qui apparaît dans une collection qui s'appelle Les Archives des lettres canadiennes. C'est le 16e volume ou 17e volume? Pardon? C'est le 16e ou 17e, je crois. Dans cette série-là, peu importe. C'est le 16e volume. Exactement. Et cette collection-là, c'est une collection d'ouvrages collectifs dans lequel on fait appel à des experts pour dresser le portrait autour d'un thème. C'est la première fois que la collection a un numéro qui porte sur les littératures francophones du Canada, de l'extérieur du Québec. Et donc, nous avions comme projet de créer un livre dans lequel on interrogerait les littératures franco-canadiennes dans une perspective historique, diachronique, de la Nouvelle-France à nos jours, voir quelle est l'évolution de ces littératures, mais comment elles s'inscrivent aussi dans le temps. Dans différents contextes sociaux, politiques, en lien avec différentes idéologies. Et parce qu'habituellement, le cliché pour les littératures franco-canadiennes et les autres littératures minoritaires, c'est que ce sont des littératures qui sont plus préoccupées par l'espace, d'où on vient, nos racines, notre identité. Et nous, on s'est rendu compte dans nos recherches au fil des ans que ces littératures-là, en fait, sont aussi très ancrées dans le temps, dans leur époque, et qu'elles évoluent à travers le temps.
Donc, on a fait appel à des spécialistes des littératures acadiennes, franco-ontariennes et francophones de l'Ouest pour s'interroger sur certaines thématiques qui sont en évolution, sur certaines pratiques d'écriture, sur l'inscription de ces littératures dans la modernité littéraire. Et donc, c'est comme ça que l'ouvrage est né. Intéressant aussi de voir qu'un des chapitres est consacré à la route. Le roman de la route. Oui, c'est ça, exactement. Pourquoi ce chapitre-là en particulier? Parce qu'on est grands voyageurs à travers le Canada et qu'on veut aller connaître et découvrir le voisin d'à côté, ou parce que justement, effectivement, c'est dans nos instincts, dans notre ADN, justement, de parcourir notre pays et d'aller découvrir les autres. Le principe de la route 66 aux États-Unis, c'est de faire, évidemment, le cheminement en tant que tel. C'est un peu cette notion-là aussi? Le roman de la route est un genre littéraire qui est très pratiqué au Québec, aux États-Unis et partout au Canada. Surtout du côté francophone, je dirais. Je ne connais pas assez ce genre-là. Donc, c'est un genre de littéraire qui est très populaire depuis, je dirais, le début des années 2000. Il y a eu un regain de popularité pour le roman de la route. C'est un roman qui permet aussi de montrer comment les communautés évoluent parce que à travers un individu qui se déplace et qui se découvre à travers son voyage, il découvre aussi d'autres endroits, d'autres personnes. Donc, c'est un genre parmi beaucoup d'autres qui est pratiqué. Donc, on a ciblé certaines certaines formes esthétiques. Il y a des articles aussi sur la poésie intimiste, sur la quête mémorielle dans l'écriture des femmes migrantes, par exemple. Donc, on a ciblé différents courants littéraires qui sont présents aujourd'hui. Parce que l'ouvrage est divisé en, je pense, 3 parties. La première, texte et contexte, porte sur les débuts des littératures franco-canadiennes. Donc, il y a un article qui porte sur la Nouvelle-France et les écrits de la Nouvelle-France en Ontario. Et on voit comment déjà, à cette époque-là, certaines préoccupations et certains questionnements sont présents et qui sont toujours présents aujourd'hui. Aujourd'hui, tout à fait. On a un texte qui porte sur le début du 20e siècle, fin 19e, début 20e, et les écrits biographiques qui étaient très populaires à l'époque et qui permettent de dresser le portrait de la francophonie et de son expansion à travers la colonisation et l'évolution de la critique. Les 2 autres parties sont plus sur des enjeux esthétiques, donc les styles comme le roman de la route et les thématiques. Effectivement. Est-ce qu'il y a une suite? À cet ouvrage? Oui, absolument. Pas à l'ouvrage comme tel, mais il y a beaucoup de suites à nos travaux. À vos travaux, à vos recherches. Bien sûr. Oui, tout à fait. Bien sûr. J'imagine un tout petit peu. Écoutez, Lucie, vous travaillez présentement, je termine là-dessus, vous travaillez présentement sur quel chapitre ou quelle tendance, quelle orientation particulièrement dans vos recherches à vous? Mes recherches en cours portent sur les réseaux littéraires franco-canadiens. J'essaie de voir comment, dans les années 1970 et 1980, donc au début de la scission du passage de la littérature canadienne-française aux littératures francophones du Canada, comment certains réseaux se sont mis en place. Des réseaux éditoriaux, donc les maisons d'édition qui naissent, où est-ce qu'elles naissent? Qui leur donne naissance? Dans quelle mesure elles s'inspirent de d'autres maisons qui existent au Québec ou ailleurs au Canada français? Et aussi le lien avec le RSF, par exemple, etc. Oui, mais ça vient beaucoup plus tard. Évidemment. Beaucoup plus tard. C'est pas là dans les années 70 et 80. Tout à fait. Donc, je fais les éditeurs, la critique. Comment évolue la critique. L'article que j'ai publié là-dedans porte sur la naissance de la critique franco-canadienne avec René Dion à Ottawa, Marguerite Maillet à Moncton et Annette Saint-Pierre à Winnipeg. Et je m'intéresse aussi aux auteurs et à leur propre réseau. Superbe recherche, Lucie Hott. Vraiment, vraiment fort, fort intéressant. Mesdames, Messieurs, je vous encourage bien sûr à voir et à vous tenir au courant de ce qui est publié aux presses de l'Université d'Ottawa et notamment au département de lettres françaises, bien entendu. Merci encore, Lucie. Merci, Jean-Paul. Et mesdames, Messieurs, je vous signale que vous écoutez exclusivement sur TV Rogers, Entre nous.
colère, mon maudit gros jaloux. Non mais là vas-tu te taire, qu'est-ce que t'as à envier le Billy Love? Toi t'es plein au bout de ta plume de mots qui innovent pour amplifier l'esprit, l'énergie de sa voix. Cesse donc de plaindre, sinon pour te punir, et je t'enlèverai tes figures de style, et car la jalousie est la passion d'une âme lâche. Besoin pour plaire d'une panoplie de bonnes idées qui sonnent un peu mieux quand on trouve les bons airs. Parce que personne à lui seul a tous les talents, au final ça fait qu'on est complémentaires. Christian a fière allure et la fleur de l'âge, mais son plate c'est racontage Cyrano, c'est lui qui a le flair, ces deux-là ils font la paix ensemble, ça déménage et tous, oh oui tous. Et de retour pour une dernière fois avec, entre nous, bien entendu, c'est toujours Jean-Paul Moreau qui l'anime pour aujourd'hui. Et dès demain, bien sûr, Catherine Marion sera de retour dans ce siège. Laïla Abada, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Écoutez, vous allez vivre une expérience hors de l'ordinaire pour une télévision communautaire. Entre autres, c'est fort heureux qu'on puisse le vivre, bien sûr. Vous allez partir en voyage en Belgique, entre autres. Donnez-moi un tout petit peu la genèse, justement, de ce projet-là. Comment est-ce que ça s'est harnaché ici? Alors, en fait, c'est l'équipe de TV Rogers de la chaîne 23 qui a été abordée par une compagnie de voyage qui s'appelle Visit Flanders. Ça, c'est Nicolas Vicente qui m'a expliqué tout ça. Donc, ils avaient vu le groupe, c'était Abdel Amin avec Leila Grind, qu'ils avaient vu sur un projet et ils ont décidé de les contacter et de leur demander s'ils étaient intéressés de faire ce projet qui serait en fait d'explorer au niveau historique la contribution canadienne en Belgique. Tout à fait, absolument. Et ça, c'est un sujet énorme parce que depuis qu'on est dessus, alors on est 2 francophones et 2 anglophones, donc c'est un travail d'équipe. Et c'est un travail de grande envergure parce que depuis qu'on est dessus, on est en train de faire des recherches et à chaque fois, on découvre quelque chose. Mais on est ici à Ottawa, on est en contact avec plusieurs personnes, des ambassades, les professeurs, des vétérans, des enseignants. Le ministère de la Défense nationale, oui, le musée de la guerre, le musée canadien de la guerre. Alors, avec tout ce monde, on a aussi un programme qu'on doit suivre. On a plusieurs visites. On arrive, donc on part jeudi. On arrive à Bruxelles, ensuite on part à Bruges. Bruges, Gand. On est aussi à Ypres. À Ypres, évidemment, où il y a un cimetière fort connu, bien entendu. Alors, ce que vous allez faire, finalement, c'est que on va tenter de lier, si je peux dire, l'expérience canadienne dans la libération belge, bien sûr, de la Belgique, et donc retrouver et permettre qu'on retrouve justement la mémoire de certains militaires canadiens dont on a perdu la trace, mais par diverses méthodes scientifiques, on peut en retrouver la trace et leur donner une nouvelle sépulture, cette fois-ci officielle. Je pense que c'est à peu près ça la perspective. Est-ce que ça s'inscrit bien sûr dans la perspective aussi du 11 novembre, donc le jour du souvenir, c'est se rappeler des soldats qui ont contribué à la libération de la Belgique? Oui, et en fait, c'est les 2 guerres mondiales. Tout à fait, la première et la deuxième. Tout à et fait. en fait, plus on fait des recherches et plus on se rend compte que les Canadiens ont eu une contribution énorme. Et en Belgique, il y a beaucoup de musées, il y a beaucoup de célébrations en l'honneur des Canadiens. Je pense qu'ici, on ne s'en rend pas compte. Et c'est quand on découvre tout ça, je veux dire, même dans les écoles, il y a des cérémonies
c'est aussi dans les cours d'histoire, donc c'est un gros morceau. Et c'est comme le Canada est comme c'est célébré à tout moment. Il y a aussi, on va avoir l'opportunité d'assister. Ça s'appelle de l'ASPOS. Donc c'est une cérémonie qui a lieu tous les jours, toute l'année, et une commémoration pour les soldats. Donc en fait, c'est de l'histoire qui est toujours en action finalement en Belgique. Donc c'est fascinant. Et c'est intéressant aussi de voir, rapidement là-dessus, c'est intéressant aussi de voir les méthodes d'approche. Bon, la direction historique de la Défense nationale ont une perspective, bien sûr, canadienne pour donner mémoire à ces soldats-là, bien entendu. La Belgique a un peu les mêmes programmes également aussi, et leur approche est un tout petit peu différente, et c'est cet échange, justement, de collaboration qui va nous permettre de contribuer à la chose. Je vous garde avec moi, Laïla, si vous permettez, parce que, justement, on va venir faire la conclusion. Alors, donc, vous écoutez exclusivement Entre nous à TV Rogers. Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. À Ma vie, mon assiette, cette semaine, nous rencontrons une athlète en fitness et nous apprenons comment nous pouvons intégrer plus de légumes à notre diète. Ma vie, mon assiette, vendredi 20h sur TV Rogers. Ça m'aide à courir. Ça m'aide à nager. Ça m'aide à jouer au golf. Et leur mission première, c'est de faire de l'information. C'est ça la mission première. Le reste, ce sont des vecteurs. Être franco-ontarien, lutte, combat éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. Et nous sommes de retour, bien sûr, à Entre nous. On va clore cette émission avec Laïla Abada. Laïla, peut-être faut-il préciser aussi que tout cet exercice-là auquel on a la possibilité de collaborer, c'est justement dans le but de produire aussi un certain nombre d'émissions du côté anglais comme du côté français, donc d'où la collaboration entre les deux. Donc, sous forme de documentaire témoignage, donc de permettre justement cette collaboration-là et de produire ces documents-là. Donc beaucoup d'images, beaucoup d'entrevues. Vous avez oui, on a beaucoup de pistes, donc on a plusieurs angles d'approche, mais on s'intéresse beaucoup donc à la contribution canadienne, comme je disais, mais les vétérans, les familles, tout ce qui reste comme patrimoine historique, les célébrations, donc c'est du concret. On va pour des détails concrets. Tout à fait. Et c'est important de le faire pour la mémoire de nos soldats, mais pour la mémoire aussi de ceux et celles qui, comme vous, allez sensibiliser les gens par ce documentaire, ou ces documentaires, bien sûr, à la chose. Laïla Abada, merci énormément. Merci Mesdames, à vous. messieurs, je vous remercie également de nous avoir suivis tout au cours de cette heure. Ici, Jean-Paul Moreau. Catherine sera ici demain. Et je vous souhaite donc une excellente journée à notre antenne. Portez-vous bien et à la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra.
Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. » Vous regardez TV Rogers.